Alors, venons-en maintenant à la Turquie parce que c'est la porte, c'est à côté de la Syrie, c'est par là que passe tout l'effort de guerre. Et Erdogan est tout aussi contesté actuellement, c'est que l'a été Morsi en Égypte. Est-ce qu'on va vers une période post-Erdogan Personnellement, je pense que Erdogan est fini. Hein? C'est-à-dire, il ne pouvait pas se représenter pour un autre mandat comme Premier ministre. Son rêve, c'était de changer la Constitution avec le soutien des Kurdes, en leur promettant une certaine autonomie, et passer président. Et là, peut-être, il se serait dédié par rapport au problème kurde, c'est-à-dire en ne respectant pas ses engagements, d'une part. D'autre part, il deviendrait vraiment le nouveau calife sultan ottoman, oui. Un nouveau système présidentiel, après avoir marginalisé les militaires. Oui, mais ça, c'est oublier tout le substrat laïque de la Turquie, oui, Atatürk, parce qu'il y a quand même des gens, qui soient kurdes, qui soient alévis, qui soient turkmènes ou turcs, qui sont attachés aux valeurs laïques. Hein? Tout à fait. Donc, au départ, il y avait cette volonté. Moi, je crois que c'est aussi... il a un peu de la mégalomanie des princes du Qatar. Hein? Cette gloire passée du califat ottoman. Alors, il a commis des erreurs. C'est quelque chose qui est pas mal alimenté par Londres, parce que c'est là-bas qu'il y a l'ancienne famille ottomane, et c'est là que se rend régulièrement Ahmed Davutoglu. Pas uniquement. Il y a aussi son gourou, qui est Fethullah Gülen, qui est aux États-Unis, et qui l'a beaucoup aidé à arriver au pouvoir. Bon, maintenant, le torchon brûle entre le gourou et Erdogan. Le gourou qui est encore aux États-Unis. Et il est aux États-Unis. C'est un homme très très riche qui construit des écoles partout. D'ailleurs, même en France, on a des écoles Fethullah, bientôt, on en aura plusieurs. Et là, c'est M. Valls qui devrait s'intéresser au dossier de Fethullah Gülen en Europe. Mais c'est une parenthèse. Donc, il faut voir que cet Erdogan avait des rêves grandioses pour sa propre carrière. Et finalement, à l'épreuve des faits, on a vu que ce modèle d'islam modéré prôné partout n'en était pas un. Ce n'est pas de l'islam modéré, non. Je suis désolé. Et c'est là où il a joué un peu en voulant intervenir de cette manière en Turquie, poussé par l'OTAN, poussé par les États-Unis, poussé par l'Europe, poussé par les bailleurs de fonds du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, vous voyez, et même l'Égypte de Morsi. Bon, d'ailleurs, c'est pour cela que ça lui a porté un coup fatal, la chute de Morsi. Et c'est le seul pays, voyez-vous, dans le monde entier qui soutient toujours Morsi. Mordicus, comme vous dites, exactement. Donc, mais pour revenir à la composition de la Turquie, pourquoi c'est dangereux? Parce que cet engagement en Syrie est l'échec relatif. Parce que les gens, je veux dire, entre le peuple turc et le peuple syrien, il n'y a pas d'inimitié. Ils voient mal pourquoi on enverrait des tanks, des blindés, des islamistes dont on ne veut pas chez soi. Est-ce que Erdogan veut des barbus à Istanbul? Pas du tout. Il joue avec le feu. Oui. Hein? Et c'est un peu un jeu d'apprenti sorcier, et ça se retourne contre lui. Parce qu'en Turquie, il y a quand même près du tiers de la population qui est alévi. Ce sont des chiites. Ces alévis sont soit arabes d'origine, vous voyez, soit kurdes. Une grande partie des Kurdes est également alévi. C'est la première composante. Or, regardez toutes les erreurs qu'il a commises vis-à-vis de cette minorité alévite. D'abord, il les a persécutées au niveau de l'armée. Il a épuré l'armée. Il y avait un amiral, chef des forces marines alévi, qui l'a limogé. Il en est de même partout. Et on ne peut pas dire que l'histoire du sunnisme turc ottoman ait été tolérante avec ces minorités. Vous voyez, ils ont envoyé des expéditions punitives contre les Alévis de Syrie, c'est-à-dire la minorité à laquelle appartient le président Bachar el-Assad.
Donc, là, en plus, le sultan Selim Ier, qui avait massacré à son actif, il y a, ou à son passif, je ne sais pas comment dire, des dizaines de milliers d'Alévis assassinés, tués, au début du XVIe siècle, vous voyez, et c'est Erdogan n'a pas hésité à jeter un pont, un nouveau pont, en le baptisant, en lui donnant le nom du sultan Selim Ier. Or, mettez-vous à la place d'un Alévi turc. Il se sent un peu choqué qu'on revienne au passé et qu'on honore, n'est-ce pas, la mémoire d'un tueur, finalement, par rapport à eux. Vous passez maintenant à la composante kurde, l'autre opposition. Les Kurdes ont compris le jeu d'Erdogan. Ils savent qu'en leur donnant leur voix au Parlement, il va devenir président et maître absolu, et il risque de ne pas respecter ses engagements. Passons à la troisième composante qui englobe beaucoup de gens, qui englobe et le paramètre confessionnel et le paramètre ethnique. Ce sont les laïcs. Alors, il y a des Turcs d'origine turque 100% qui sont laïcs, qui ne veulent pas de cet islam. Il y a, n'est-ce pas, des Kurdes laïcs et il y a des Alévis laïcs. Vous voyez ? Alors, moi, je crois que, vu l'évolution des événements, la Turquie est candidate à un démantèlement. Le nouvel homme malade, vous savez, l'Empire ottoman, on l'appelait l'homme malade. L'Occident attendait comment il allait le dépiécer et se partager cet empire ottoman. Ben, là, la Turquie risque un éclatement. Et si ce n'est pas un éclatement, peut-être on va arriver, je ne sais pas, à un État fédéré entre plusieurs parties de la Turquie. Et comme il s'est autorisé à entrer en Syrie, les Syriens pourraient à ce moment-là, une fois sortis de cette crise, même si, je veux dire, il y a un nouveau gouvernement qui se forme, revendiquer les territoires considérés comme syriens par les Syriens, c'est-à-dire Antioche, Alexandrette, et tout ce ruban frontalier turc a été par 3 fois reculé, n'est-ce pas, au détriment de la Syrie moderne. Donc la Turquie est maintenant sur la sellette. Elle peut, avec les manifestations, si cela se poursuit, poser un vrai problème à la classe politique d'Erdogan. Surtout qu'il vient, c'est pour cela qu'il essaye par tous les moyens qu'il y ait une intervention américaine ou occidentale en Syrie. Parce que, voilà, s'il perd la guerre de Syrie, il est archi fini. Donc, vous voyez pourquoi il y a des gens qui ont intérêt à jeter de l'huile sur le feu. Exemple, Erdogan. Exemple aussi, c'était Morsi. C'était le seul pays arabe tout de suite à couper les relations diplomatiques avec la Syrie. Vous voyez, c'est l'islam intégriste. Et ce Morsi n'a pas été gêné par les mangeurs de cœur d'hommes, par les anthropophages, par les salafistes qui avaient découpé en morceaux un pilote syrien abattu et fait cuire sur un barbecue. Enfin, c'est malheureux à raconter, mais c'est des histoires qui dépassent l'entendement. Enfin, et là, j'admire beaucoup M. Poutine quand il a dit « J'espère qu'à Genève 2, vous n'allez pas nous faire asseoir avec des anthropophages. » C'était très humoristique, significatif et éloquent, quoi, de la... Alors là, on a passé en revue, certes, très rapidement, un petit peu de grosses parties du monde arabo-musulman. D'où vient ce bouleversement et vers quoi on va? Est-ce que ceci n'est pas la conséquence de l'échec des Anglo-Américains et de leur allié français à chasser Bachar el-Assad par la force du pouvoir? Pour ça, il faut savoir où en est la Syrie actuellement. Est-ce que le Bachar el-Assad continue à reprendre le pouvoir ou comment ça se présente? Alors on ne peut pas, n'est-ce pas, prédire un dénouement déjà de la crise syrienne. On ne va pas jouer à Madame Soleil. Mais apparemment, la guerre est bien partie pour des années encore. Cette guerre de Syrie, en fait, il faut rappeler que ce n'est pas uniquement contre la Syrie.
C'est une guerre contre ce que j'appelle, moi, le croissant chiite. Appelez-le l'arc chiite, appelez-le l'arc de résistance. Il y a plusieurs appellations. Mais moi, j'ai une idée positive de l'islam, voyez-vous. Je crois que si le croissant sunnite, parce qu'il existe aussi, un croissant, ce qu'il y a de beau dans le terme, l'appellation, c'est un symbole de l'islam, puis il y a un devenir philosophique. Et le croissant, il devient pleine lune. Donc si on mettait les deux croissants chiites et sunnites, on aurait une pleine lune de l'islam, un islam tolérant, modéré, et c'est là où les pays du Golfe pêchent contre l'islam en voulant détruire le croissant chiite, tout ce qui est chiite dans le monde arabo-musulman. Ça s'exprime par leur opposition à Assad. Assad est détesté pour différentes raisons peut-être, mais pour ces gens-là, d'abord parce qu'il n'est pas sunnite. C'est là ce qui est intolérable. Vous voyez, on doit juger quelqu'un non selon sa confession, mais selon ses actes, selon ce qu'il fait. Il en est de même, par exemple. Vous voyez, là, on vient de classer le Hezbollah, qui fait partie de ce croissant chiite. On vient de le mettre sur la liste des organisations terroristes, la branche militaire. Reste à savoir comment distinguer ce qui est militaire de ce qui ne l'est pas. Alors, Sayyid Hassan Nasrallah, le secrétaire général, il est où, lui, alors, dans cette équation? Il est militaire ou pas militaire, vous voyez? Je crois aussi que c'est une erreur de l'Occident. C'est une erreur, parce que terrible. S'ils veulent ne pas déstabiliser le Liban, c'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Tout à fait. Là, on jette de l'huile sur le feu. Vous voyez? Alors, moi, je comprends fort bien la réaction du Hezbollah quand, dans la bataille de Qusayr ou dans la défense du mausolée de Zénab et de sa mosquée à Damas et ailleurs. Vous voyez? Mais les Américains, le Pentagone, comme ça, du jour au lendemain, ils ont découvert ce conflit vieux de 13 siècles, ou même 14, ça dépend comment on calcule l'histoire du chiisme, cette opposition entre sunnites et chiites. Et ils l'utilisent pour détruire le monde arabo-musulman et pour montrer à leurs alliés, pays alliés, que vous avez besoin de nous. Hein? Plus on dit du mal de l'Iran et tout, plus l'Arabie saoudite achète des armes, donne des... C'est à mourir de rire. La dinde de la farce là-dedans, ce sont les pays du Golfe. Hein? À leur place, moi, je tendrai la main à l'Iran. De Rouhani, il vient d'être élu, et de dire, écoutez, il y a moyen de s'entendre. Mais c'est là aussi où, je crois, et là, permettez-moi de dire, je crois qu'Israël joue mal aussi. Israël a le droit d'exister. Oui, mais pas de cette manière. Je crois que là, les Israéliens se trompent, parce que l'histoire va jouer contre eux. Ils n'ont aucun intérêt à afficher cette volonté de détruire le nucléaire iranien. Non, ils peuvent très bien s'intégrer dans la région, vous voyez, dans cette tolérance, je veux dire. Et je ne suis pas sûr que ce qui se passe en Syrie est dans l'intérêt d'Israël. Parce que si ce monde du Moyen-Orient éclate en Émirats islamiques, ce n'est pas uniquement un danger pour Israël, mais pour le monde entier, hein, à commencer pour nos banlieues, parce qu'on sera travaillé par tous ces groupes. Et là, si vous voulez, l'erreur remonte aux Américains pendant la guerre de l'Afghanistan. Parce qu'en Afghanistan, ils ont bien utilisé les Moudjahidines pour casser l'Empire soviétique. Voilà. C'est-à-dire la fin justifie les moyens. Vous voyez? Bien avant, dans toute cette guerre d'Afghanistan, d'ailleurs, Al-Qaïda est en quelque sorte une base américaine. Al-Qaïda signifie la base. Hein. Et il y a eu quand même... vous voyez, c'est tout ce jeu complexe et paradoxal, contradictoire, d'une politique irresponsable des États-Unis. Et je pense, j'irais même plus loin, si jamais les Américains interviendraient en Syrie, ce serait très grave pour l'avenir des États-Unis. Parce que là, il aurait sur le dos même tous les musulmans modérés, les mouvements d'indépendance des peuples, le tiers-monde entre guillemets, les pays du BRICS, et je ne suis pas sûr qu'en intervenant en Syrie, parce que comme cette guerre
s'internationalisent jour après jour, ils s'en sortiraient vainqueurs. Je ne le pense pas. Parce qu'il y a trop d'enjeux et trop d'acteurs. La Russie a bien montré d'une manière ferme et décidée que la bataille de Syrie, vous ne la gagnerez pas. Et le souci de Poutine avec ce Genève 2, pour revenir à Genève 2, c'est d'éviter les fusions de sang. C'est tout. Mais pour revenir à Genève 2, c'est faux, ce Genève 2. Pourquoi? Parce qu'on va mettre d'un côté le pouvoir syrien légitime, même si vous me direz, oui, mais est-ce que c'était un parti unique? D'accord, on fait des réserves. Et les autres ne sont pas plus légitimes que le pouvoir. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette coalition, comment cette coalition représente le peuple syrien si celui qui parachute le président est soit l'Arabie Saoudite, soit le Qatar, avec des joueurs comparses comme la France. Oui, parce que le nouveau chef du Conseil national syrien est quand même quelqu'un, M. Djabar, qui est, oui, c'est qui est un ancien trafiquant d'armes et de drogue, hein, qui avait été arrêté, et puis qui, un beau jour, trouve grâce aux yeux de l'Arabie Saoudite. C'est une branche d'une tribu syrienne et moyen-orientale, les Chammar, et pas la branche la plus prestigieuse. Le chef de la tribu Chammar, Faris, on était ensemble chez les franciscains d'Alep. Je le connais, le vrai chef des Chammar. Et qui, lui, là, en ce moment, est allié aux Kurdes dans le nord pour empêcher que les chrétiens du nord soient massacrés. Vous voyez? Et il mène une lutte contre les salafistes. Alors que l'autre, une des branches de Chammar, dont le président Jarba, c'est son nom, Ahmad Jarba, a été parachuté par l'Arabie Saoudite, justement joue la carte saoudite de la destruction de la Syrie. Hein, c'est pas, pour moi, qui connais l'état tribal de mon pays d'origine, je vous dirais, je préfère le camarade de classe Fares, que je salue si jamais il m'entend, à évidemment Jarba. Je ne vous cache pas que Jarba, c'est la Galles en arabe. Ça veut tout dire sur cette branche de cette tribu de Chammar. Si on regarde la situation internationale ces derniers temps, on a un peu l'impression que côté occidental, il y a quand même une petite désescalade. On a du côté anglais l'annonce qu'ils ne veulent pas continuer à armer la rébellion syrienne. Du côté français également. Suite à l'intervention de, je peux dire, de nos amis. Il y a eu même Jacques deux Millard députés. Et Alain Marceau, n'est-ce pas? Il y a même eu deux députés, Alain Marceau et Jacques Millard, qui ont publié un communiqué qui appelle carrément à des négociations politiques avec le régime de Bachar al-Assad, avec l'aide de la Russie. C'est très intéressant. Donc on avait même une impression que d'un côté on écarte les frères musulmans, que de l'autre côté donc on cherche moins à armer cette rébellion syrienne. Mais vous avez l'air de dire que c'est pas vraiment... Oui, la ligne est floue. On avance, on recule, c'est pas tranché. D'accord. Je profite pour saluer l'attitude courageuse des deux députés, Marceau et Millard, parce que vraiment c'est intéressant. Et peut-être c'est un peu taquiner la gauche pour qu'il bouge un peu. Et je crois que c'est une attitude responsable, non seulement pour les peuples du Moyen-Orient, mais pour la France. On ne peut pas aider des salafistes en Syrie, hein, et venir après se plaindre qu'il y a des problèmes dans nos banlieues de salafisme et de takfiri. C'est impossible, c'est une équation insoutenable. On l'a maintes fois dit et redit, c'est pas possible. Et il faut que les médias de France attirent l'attention, parce que les médias ont joué le jeu du Quai d'Orsay également d'une manière irresponsable. Vous voyez, il est venu le temps, je dirais, que ces voix qui n'ont pas été entendues, entre autres la mienne et la vôtre, au début, on leur a dit, écoutez, c'est des islamistes qui sont en Syrie, arrêtez. Toute votre coalition, ce Conseil national, c'est des aventuriers, des comploteurs qui rêvent d'une chose, c'est d'avoir des sièges de pouvoir. D'ailleurs, ils se comportent déjà comme des hommes d'État.
avec évidemment leur carte de crédit saoudienne ou qatari. Oui. Mais ça fait partie un peu, si vous voulez, des personnages. Alors, je vois mal, c'est pour revenir à Genève 2, comment cette coalition va représenter le peuple syrien. Moi, je suis pour un Genève 3. Il n'y aura pas de Genève 2. Ou alors un Genève 2 habillé différemment. Il faut qu'il y ait plusieurs composantes. Il faut que ceux qui représentent l'opposition syrienne, laïque, qui ne sont pas forcément dans la coalition ou le conseil, aient des sièges. Il faut que ceux qui sont à l'étranger, comme beaucoup de gens, d'associations et moi-même, on ait notre place. Nous aussi, on représente le peuple syrien. Je ne vois pas pourquoi les responsables de cette coalition représenteraient le peuple syrien plus que nous. Il n'y a aucune raison. Vous voyez? Donc, il faut une conception souple de ce Genève 2. Mais l'Occident hésite, parce que admettre déjà Genève 2, c'est admettre la supériorité russe et la défaite. La défaite, voilà. La défaite, surtout que peut-être certains diplomates en Occident, ça jouerait pour leur carrière personnelle. Que ça va montrer au monde entier que tel ministre des Affaires étrangères s'est trompé tout au long des événements et qu'il vaudrait mieux, il est peut-être très intelligent, mais qu'il prenne un autre ministère. Le ministère de l'économie et des finances. Et il faut dégager, il faut savoir dégager au bon moment, comme dans le sport. Hein. Quand un joueur ne sait plus jouer ou il est trop vieux, il devient entraîneur et il n'est plus joueur. Enfin, donc, si pour nous résumer, donc les Occidentaux se questionnent sur la méthode qu'ils ont employée contre la Syrie, tout en ne voulant pas réellement abandonner leurs objectifs ils rêvent finaux. Toujours d'une partition de la Syrie. Partition de la Syrie. Ils rêvent toujours. Ils rêvent. Vous voyez, vous prenez la Syrie, ils se disent, on va garder Alep, faire tout pour que cette grande ville du Nord soit entre les mains des salafistes islamistes, armée syrienne libre, tout ça. D'ailleurs, ils vont s'entretuer après. Mais l'Occident, dans ses projets, c'est d'essayer de garder cette partie et de négocier avec le pouvoir Assad. Ça a été toujours l'idée de l'Occident que pour aller à Genève 2, il faut qu'on ait quelque chose entre les mains. Or là, il n'y a pas grand-chose. Sauf le petit Qusseir amiral. est tombé, Homs est tombé, Alep est encerclé, d'accord? Donc, oui, mais c'est là où c'est immoral. Parce que ça peut durer encore des mois. Et en attendant, il y a 5000 morts par mois. Vous voyez? C'est là où il faut savoir reconnaître une erreur et dire basta. Bon, alors, la tendance anglaise est ambiguë. C'est vrai que la Chambre des représentants est contre l'armement. Mais le chef des armées, lui, voit ça dans un autre scénario. C'est-à-dire, on garderait l'armée, des Alévis, mais il faut supprimer Assad. C'est carrément un appel à l'assassinat d'Assad, quoi. Que si vous voulez, il faut se débarrasser de lui. Vous voyez? Ça explique pourquoi, par exemple, certains responsables de la coalition syrienne disaient Assad partira d'un seul coup. Sans doute, ils pensaient à un bombardement, mais... Bon, je veux dire, vous voyez, le problème n'est pas Assad, encore une fois. C'est le problème de tout un peuple. Et là, d'après les sondages, Assad, s'il se représente, il serait réélu. Oui. Donc, il faut, nous qui, en Occident, respectons les droits de l'homme et la démocratie, il faut être démocrate. Si son peuple va... Donc, vous aurez détruit la Syrie pendant 2 ans et demi. Pourquoi? Et c'est là où on est enclin à penser que peut-être c'est un jeu aussi qui paraît, n'est-ce pas, positif et favorable à l'Occident et à Israël, et à mon avis c'est faux. Oui. Ni l'Occident, ni l'Europe, ni Israël n'a intérêt que cette région se transforme en émirat islamiste fanatique. Non, moi je vois la paix avec Israël avec une entente entre les peuples, une collaboration, une coopération dans le sens noble du terme. Mais je crois que là, les Israéliens, jour après jour, montrent... C'est pas avec les gens qui sont au pouvoir permettez-moi de terminer, qu'ils ne veulent pas
respecter les droits du peuple palestinien. Parce que ces négociations, moi, je ne crois pas à... Ça ne rimera à rien. La Transjordanie, la Cisjordanie, tout ce que vous voulez, ça devient israélien jour après jour. D'ailleurs, le Qatar a bradé la cause palestinienne en disant on va revoir les frontières de 67. Vous voyez, et il ne faut pas, je dirais aux Israéliens, il ne faut pas qu'ils se trompent là. C'est que plus ça va durer, un jour, l'histoire jouera contre eux. Contre eux. Par exemple, le Hamas n'a pas reconnu ces négociations et le retour aux frontières de 67, même Abbas aussi. Vous voyez, ce n'est pas là la solution du problème. Et avec le temps, vous voyez, qui nous dit que ces alliés de l'Occident, les pays du Golfe, par effet boomerang, ne vont pas être, ces trônes ne vont pas chuter, se briser d'ici quelques années. Rien. Hein. Et à ce moment-là, ils auraient peut-être des gens encore plus radicaux dans leurs revendications contre Israël. Hein. C'est l'occasion, je crois, qu'Israël joue d'une manière positive dans le printemps arabe. Jusqu'à maintenant, Israël ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait, exact. Voilà, je crois que nous allons conclure sur ces phrases et en nous disant qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche. Merci à vous, Christine Bière, et merci à toute l'équipe technique.